l'espoir. Or, mesdames, messieurs les jurés, cher auditoire, j'ai le regret de vous annoncer que le respect est mort. Hélas, il n'y a vraiment plus d'espoir. Le malade s'est éteint. Il a rendu son dernier souffle après des siècles d'agonie. Les flammes de la bêtise humaine l'ont consumé, le rendant ainsi inerte et contingent. Nous assistons lentement à sa descente aux enfers. Le respect est mort car les valeurs françaises ne sont plus considérées. La République est ramenée au rang de vulgaire serpillère où chacun essurait sa bonne conscience. On trouve cela normal qu'un président se fasse appeler Manu pendant une commémoration, puis qu'il emmène sans toute impunité sa femme au ski, alors que la France est en chialie. On cautionne aussi 25% d'absentéisme au second tour au présidentiel de 2017, alors que le vote est un devoir national. La mort du respect a entraîné la mort de la nation. Et même Léonard de Vinci, du haut de son génie, ne pourrait en reconstruire les piliers. Si le respect ne résonne plus dans l'âme des gens, comment encore garantir son existence? Le respect des lois, le respect des règles, ce qui garantit notre liberté est tout repassé. Le monde politique en vient même à instrumentaliser notre mémoire commune à des fins stratégiques. Au-delà de la nation, les traditions sont elles aussi la cible privilégiée du manque de respect. Que ce soit les morts, les hommages, la figure parentale et même l'art et l'histoire, l'ensemble de nos fondations sont bafouées par une montée en puissance grinçante de l'irrespect. Même le simple fait de ne plus dire bonjour à autrui témoigne d'une régression éthique qui démontre une fois de plus que le respect s'est éteint. Le respect est mort car autrui est devenu un moyen. On se sert de l'autre pour arriver à ses fins. L'émergence des réseaux sociaux n'a fait qu'accroître l'omnipotence de l'hypocrisie. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour des vertus, nous disait Molière. Et cela n'a jamais été aussi vrai que dans nos sociétés modernes. Hormis une poignée d'élus choisis par nos soins, le reste du monde ne compte que peu à nos yeux. Nos sentiments sont un tube qui vient se planter en plein cœur du respect, nous permettant d'affirmer qu'il est bien mort. Et hélas, il est nécessaire d'ouvrir les yeux et de faire preuve de ne serait-ce qu'une once de pragmatisme. Le discrédit du respect atteint son paroxysme lorsque ce sont les droits de l'homme qui sont visés. Pouvons-nous encore considérer que le respect est vivant en assistant à la mise en place d'un esclavagisme moderne? Les enfants qui travaillent dans les mines, les femmes victimes de proxénétisme, témoignent-ils de la viabilité du respect? C'est encore la preuve que ce respect est bien et bien décédé, entraînant avec lui ses deux enfants, la considération et la dignité. C'est une conséquence logique de notre existence, car à aucun moment de l'histoire, le respect n'a brillé d'un très vif éclat. La peur et la méfiance de l'autre ont plongé notre monde dans un perpétuel discrédit du respect, allant même jusqu'à le tuer. Mais assez parlé d'autrui, assez parlé du monde. Ramenons-nous à la personne que nous côtoyons le plus, celle avec qui on se dispute, celle avec qui on rit, celle avec qui on pleure, c'est-à-dire nous-mêmes, notre être. Il est nécessaire de constater l'érosion du respect de soi, qui apparaît pourtant comme fondamentale. Les codes et les mœurs nous rendent étrangers à nous-mêmes. Certaines damoiselles pensent se rendre intéressantes en exhibant leur corps à la vue de tous. Certaines damoiseaux espèrent attirer en exacerbant leurs muscles saillants. Par manque de courage, on a tendance à se déguiser derrière des apparats sans hésiter à se manquer de respect à soi-même. Alors, chers assemblés, prenons ensemble du recul sur la situation et tentons de raviver la flamme du respect. Il en va de notre bien commun. Merci. À l'heure du choc brutal des cultures, de la communication 2.0 et de la fragmentation sociale, dans le cas de notre chère France, on me demande de traiter du sujet suivant. Le respect est-il mort? Je m'engage donc dans une croisade rhétorique face à un public dont le scepticisme est à son zénith, pour vous montrer que cette valeur, le respect, n'est pas à son crépuscule. Le problème, c'est que quand on pense au respect, on imagine déjà des flatteries, des complaisances, des hiérarchies, une gymnastique d'intérêts, et on saisit moins le fondement, la sève de cette valeur universelle qui irrigue toutes les cultures de l'humanité. Et oui, quand on pense respect, on pense naïvement à l'enfant vous voyant ses parents. Quelle erreur! Quelle erreur! On passe à côté de la racine du terme, le respect de l'humanité. Le véritable respect, pour Kant par exemple, c'est de traiter tout homme toujours en même temps comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Voilà, là on a quelque chose. Respecter, c'est estimer la dignité en chacun. Le respect kantien, c'est dire « Monsieur Cahuzac » alors même que l'homme a des pratiques que l'on pourrait juger non respectables. Mais il est respectable en qualité d'homme. Son humanité lui confère une dignité inégalable et respectable par nature. Le respect s'adresse donc à autrui en tant que personne et n'a que faire de ses qualités. En revanche, le respect nécessite un effort quand on comprend que cet être humain peut être celui qui n'a pas la même couleur de peau que soi,
la même religion, les mêmes habitudes alimentaires, pardon. C'est peut-être aussi celui qui ne se situe pas dans les normes établies. Et pourtant, l'autre, c'est moi. Je m'explique. L'autre, c'est une entité portant en elle l'humanité, encore une fois, portant en elle la vie. Je vois en vous des êtres humains, pas seulement un amas singulier de cartilage et de peau, mais des yeux reflétant une âme dont j'ai besoin. Parce que oui, pour me considérer comme étant un homme, je dois être reconnu comme tel par vous. Et votre jugement n'a de la valeur que si je vous respecte. Vous l'aurez compris, en vous respectant, je me fais homme. On comprend ici que le respect est une composante essentielle à la notion d'humanité. Et sa base, du respect, est pérenne et inamovible en tant qu'on est intégré dans une société constituée d'humains. Bien, ça c'était le retour aux bases, la redécouverte de cette valeur universelle. Maintenant, cher public, apaisez-vous. Sortons de ces pensées métaphysiques. Intéressons-nous un peu à l'actualité. Le respect est-il mort? Bon, pour discuter de la mort d'une telle valeur, il me semble pertinent d'analyser éventuellement sa vitalité antérieure. Alors pour ce faire, laissez-moi introduire le personnage de Karl Hagenbeck. Ce charmant bourgeois du XIXe siècle est tout simplement la personne ayant initié et popularisé les zoos humains en Europe. Alors ça consistait à exhiber des peuples dits exotiques dans des environnements rappelant leur contrée. Près d'un milliard de visiteurs se seraient pressés pour assister à ce type d'exhibition entre 1870 et 1940. Voici de l'irrespect au sens noble du terme, si je puis me permettre. On ôte à ces personnes leur dimension humaine, en les rabaissant au rang d'animaux, d'objets, au rang de moyens de divertir une foule en quête d'exotisme. Alors certes, à cette époque, on ne répondait pas aux profs, mais ce même prof nous emmenait en sortie scolaire voir une tribu africaine simuler une partie de chasse, c'est vrai. Ce phénomène nous a fait comprendre que, jusqu'à pas si longtemps, tout un pan de la population humaine de notre Terre n'était pas considéré comme tel. Face à ce constat, je me dis quand même qu'on a progressé en termes de respect, et du respect au sens intense du terme, le respect que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, raisonnons un peu par l'absurde. Si le respect était mort, eh bien, il aurait entraîné dans sa chute bon nombre de considérations qui nous sont chères. Prenons par exemple l'amour, un grand classique, et la générosité. Sans respect, amour et générosité ne sont que concupiscence et condescendance. Sans le respect, l'amour n'est qu'attrait de la chair et la générosité qu'un moyen d'étoffer son dossier Parcoursup en annotant notre participation aux maraudes. Le respect est père de pléthore de valeurs, de vertus, de sentiments bel et bien vivants de nos jours. Pour finir, recentrons un peu sur nous-mêmes. Qu'en est-il du respect de soi en 2019? Alors, selon moi, le respect de soi, c'est d'abord respecter son corps, avoir une certaine hygiène. Bon, je pense que ça, c'est plus qu'acquis. Quand je vois que le marché de la cosmétique pèse près de 223 milliards d'euros en 2017, on a affaire à une réelle boulimie de respect ici. Et puis, se respecter, c'est surtout refuser d'être influencé par des idées qui n'entrent pas dans nos valeurs. C'est affirmer, dire, défendre sa vision, sa conception du monde. Et à ce titre, je pense que c'est l'enjeu social actuel. Voilà, conquérir une obéissance aux normes en un respect de soi. Tel est un combat propre à notre génération. D'ailleurs, le respect de soi est aujourd'hui facteur de reconnaissance sociale. En résumé, nous sommes tous à la recherche d'une légitimation au fait d'être, et au fait d'être comme nous sommes. On revendique sans cesse le respect de nos jours, un respect en phase avec des nouveaux enjeux, un respect qui s'étend plus loin que la politesse. Donc, jeunes gens, écoutez, installez-vous pour discuter ensemble, debout, assis, comme vous voulez. Vous avez une dizaine de minutes. Et on pourra se regarder le droit de vous poser des questions. Donc, j'aurais une petite question à te poser. Tu traites de la vision kantienne du respect dans ton discours. Ouais. Mais est-ce que tu penses que la vision kantienne, donc, si j'ai bien compris, qui voit l'autre comme une fin et non pas comme un moyen, est un peu comme l'impératif calorique, une utopie qui est difficilement applicable à la société, c'est une utopie sociétale. Non, je pense justement qu'il redéfinit cette notion qu'on a tendance à déformer, on a tendance à l'assimiler à de la crainte, à de l'admiration, et on a tendance à considérer le respect comme relatif à la méritocratie. Ça, je pense que c'est une erreur, peut-être on pourra en parler, mais je pense que tout simplement il redéfinit qu'est-ce qu'est le vrai respect et le respect de l'humanité.
Voilà, en fait, le respect est acquis dès lors que tu considères l'autre comme humain. Et en fait, comme je l'ai dit, l'humanité confère à ce dernier une dignité qui est naturellement respectable. C'est un être rationnel, pensant, intelligent, et si tu te considères comme humain, alors tu dois respecter l'autre. Donc c'est juste une définition du respect seulement. Mais est-ce que cette définition, certes il nous donne une vraie définition, mais est-ce que cette définition est bien vivante? Est-ce qu'elle est bien appliquée? Parce que certes, il peut nous donner une définition, mais la définition, il faut l'appliquer pour qu'elle soit finalement efficace. Alors comme je l'ai dit, elle est appliquée et immortelle quasiment tant qu'on considère être intégré dans une société humaine. Et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Comme je prends l'exemple des os humains, on ne considère plus on considère pas à cette époque tout un pan de la population comme humaine. Et c'est pas nouveau. Hein. Les Égyptiens exhibaient des nains par exemple, et donc on l'applique, et même on a un progrès là-dedans, vu que de nos jours, même s'il y a des crises et des exceptions, on considère en tant qu'humain des personnes qui n'étaient pas auparavant. Donc, je pense qu'il y a un progrès et on l'applique justement. Il y a un problème, mais quand même, on est d'accord que dans l'histoire, le respect n'a jamais vraiment brillé d'un vif éclat. Oui, mais il est dans une meilleure posture de nos jours. Peut-être qu'il n'était pas appliqué auparavant, mais on converge vers quelque chose de plus idéal. On ne peut pas penser tout blanc ou tout noir. On a une progression, il y a des crises, il y a des rechutes, et comme si on regarde l'histoire, on regarde les faits, on peut considérer qu'il y a un progrès sur ce pan-là, sur cette définition véritable du respect, la notion intense du respect, le respect de la dignité humaine. Je ne trouve pas qu'il y ait vraiment une amélioration, parce que est-ce que tu ne trouves pas par exemple qu'aujourd'hui, à l'époque de l'émergence des réseaux sociaux et du monde virtuel, des prisons même virtuelles, est-ce que tu ne penses pas que l'hypocrisie est d'autant plus un vice à la mode, comme nous disait Molière? Est-ce que l'hypocrisie justement, en fait, nous ferait considérer comme, on va dire comme important seulement un petit groupe d'élus que nous aimons, par exemple notre famille, et le reste n'aurait guère d'importance. Par exemple, si on te propose de tuer 1 million de personnes mais sauver tes parents, tu vas choisir sauver tes parents, parce qu'en fait tu vas respecter seulement un petit groupe d'élus que tu as choisi, dont tes émotions ont poussé à faire ce choix. Ok, je comprends. Mais d'ailleurs c'est intéressant du coup que tu parles d'hypocrisie. Parce que je pense qu'il y a un paradoxe dans cette notion de respect. Voilà, je pense que dans ton discours, tu parles de l'hypocrisie en l'assimilant à la politesse, à vrai dire, je pense. Tu dis, voilà, on dit plus bonjour, etc. Pour moi, c'est de la simple politesse et c'est vraiment pas la notion de respect que je défends, entre guillemets. C'est vraiment une erreur que de limiter le respect à ces notions. Et ces notions, justement, reflètent une certaine hypocrisie, c'est de la politesse. La politesse, donc, ce qui est pour moi, que je considère comme la forme conventionnelle de respect, ce qui est manifeste, ça ne nécessite pas un consentement de l'âme. Ce consentement de l'âme, c'est ce qui constitue le vrai respect. Et le vrai respect, justement, peut s'apparenter à de la politesse avec l'hypocrisie en manque. Parce que je trouve, ce pourquoi j'ai évoqué la politesse, parce que je pense que pour vivre, les hommes en société ont besoin, tu es d'accord, ont besoin de bases, ont besoin de règles, ont besoin de fondements. Et je pense que la politesse, ce qui prouve que le respect est mort, c'est que le respect de la politesse, en fait, a été transgressé. C'est-à-dire que la politesse étant un objet, on va dire un concept pour organiser une société, la mort du respect a entraîné sa démystification en quelque sorte. Et moi je pense que ne pas respecter la politesse, ce n'est pas respecter les autres, donc ce n'est pas respecter, c'est finalement avouer la mort du respect. Parce que en considérant la politesse comme un concept finalement qui s'apparenterait à une fondation. Ok, ouais, mais peut-être, moi je comprends en quoi une crise de la politesse peut être corrélée, peut signifier une mort du respect. On peut être poli sans respecter et inversement. Donc pour moi, c'est pas du tout comparable. On ne peut pas analyser justement cette crise du respect, cette crise de la politesse peut-être. On ne peut pas l'assimiler à une mort totale du respect, à vrai dire. Et la politesse, c'est vrai que c'est pas la mort totale, mais c'est une des causes. Je l'ai dit, c'est un pieu qu'on plante justement dans le cœur du respect et qui entraîne sur le développement. Mais c'est vraiment la mort du respect, c'est vraiment plusieurs facteurs. Okay. Bon, peut-être on peut passer à autre chose. Oui. Tu parles, ton discours il est surtout axé sur une vision française, tu parles de la République, tu parles de Macron, etc. Et bon, le sujet c'est quand même de savoir si le respect est mort. Et le respect, c'est intéressant de voir, c'est que c'est une valeur qui est subjective au rang des sociétés. Voilà, on ne respecte pas de la même manière en France, en Asie, etc. C'est vraiment quelque chose qui relève d'une certaine culture. Et
peut-être évoquer une crise du respect en France, ça ne permet pas de dire que le respect est mort. C'est vrai que le respect français, c'était vraiment, pour prendre un exemple parlant, un exemple poignant, même si ça ne représente pas la généralité, mais j'ai quand même ensuite évoqué les événements dans le monde, ce qui se passait, et je pense que pareil, le choc, l'émergence de la technologie, toujours la politesse, la prise de technologie, c'est quand même un phénomène mondial avec la mondialisation. Oui, mais la technologie, ça peut mettre en cause justement ce respect de la vie privée, et c'est pour ça que je dis que ce respect il est en phase avec les nouveaux enjeux. On a affaire à un nouvel enjeu, qui est le respect de notre vie privée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose vers lequel aussi on progresse et on doit travailler. C'est pas pour autant qu'il y a une mort du respect. On met tout en œuvre pour protéger notre vie privée, et c'est pareil, c'est des nouveaux enjeux et auxquels on doit adapter cette valeur noble qu'est le respect, qui peut être en crise dans ces manifestations, qui a une base certes inamovible, mais dont les manifestations sont divergentes. Tu parles notamment, on peut peut-être vite fait parler du cas de Manu. Moi je le vois, c'est vraiment futile dans le débat, sur un débat qui traite du respect, qui est une valeur si noble, d'isoler ça en fait. Moi je le vois pas vraiment comme une... c'est vraiment un manque d'éducation d'un jeune qui voulait se faire remarquer. Je le vois pas spécialement comme une atteinte au respect, la notion éthique, ontologique. Non, mais je veux dire, c'est la prolifération de ce genre de comportement. C'est pas cet épisode qui a abattu le respect d'un coup de hache. C'est vraiment la prolifération de ce genre de comportement qui atteint la politesse, qui ont atteint au respect, qui finalement le gangrène. Ouais, donc je comprends. Donc tu parles tu défends justement une mort lente du respect. Mais alors, qu'est-ce que tu en fais de tous ces progrès qui ont été faits, progrès que j'évoque avec notamment l'histoire de racisme, et on peut aussi parler du fait que par exemple la plus influente des organisations internationales a pour objectif premier le respect des droits de l'homme, et ce aux quatre coins du globe, donc l'ONU. Qu'est-ce que tu en fais de ce progrès? Parce que dans ton argumentaire de mort lente, il faut aussi voir un progrès factuel. Mais je vois pas vraiment, est-ce que c'est vraiment une preuve concrète du progrès? Enfin, l'ONU, c'est vraiment une preuve du progrès. Non, mais ça montre une disposition mentale, et ça montre que le respect est intégré dans notre éthique, et c'est un idéal vers lequel on converge, d'intégrer toute la population, la considérer déjà comme humaine, déjà ce qui n'était pas quelque chose d'acquis auparavant, et d'œuvrer pour le respect de ces droits-ci. Et est-ce que ça, s'il n'y a plus de zoos humains dans nos sociétés? Oui, bien sûr. Mais est-ce que l'ONU était réellement efficace? Est-ce que l'ONU est la solution? Est-ce que l'ONU est vraiment Non, mais après ça c'est un autre débat. Mais ça c'est un autre débat. On peut débattre de l'ONU, mais par exemple je pense, je sais pas, elle a notamment veillé durant la guerre, pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, elle a veillé au respect des droits des minorités, notamment kurdes, etc. Et donc il n'y a pas que des échecs. On a tendance à la considérer. La situation du Moyen-Orient, elle n'est pas très pacifiée, elle est toujours dans le... Non mais oui, ça c'est clairement un autre débat. Je parle c'est un progrès quand même qu'on constitue ça, et que 193 nations du monde se mettent dans cette perspective justement, assument cette perspective de respect de toute l'humanité. Moi j'insiste vraiment sur ce respect-là, pas un respect frivole dans des manifestations justement juste formelles, et juste sur l'humanité. C'est pour ça que je parlais de l'ONU. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Alors, moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il est possible de respecter les animaux? Que le respect s'applique aux animaux? Alors il y a une défense aussi. On peut respecter les animaux pas de la même manière que les humains, dans le sens où leur dignité animale, ontologique justement à cet animal, dans le sens où on n'a pas besoin de le considérer comme un humain qui ne l'est pas. Mais on se doit justement de respecter déjà sur un plan physique, cet animal est considéré comme un être vivant, sensible. Dès lors qu'il est sensible, je pense que nous étant sensibles, on doit se mettre à la place de cet être et le respecter. Oui. Je rejoins assez ce qu'a dit Mathéo, il faut respecter physiquement comme l'animal, mais il ne peut pas être, on va dire, la dignité et l'âme de l'animal ne peut peut-être pas être située à celle d'un homme, par exemple, d'autres. Et puis, je tiens juste à souligner aussi qu'il y a une certaine réciprocité dans le respect. Par exemple, en respectant quelqu'un, je me fais homme.
dans le sens où le jugement d'autrui, si je le respecte en tant qu'homme, eh bien, ça va me conférer à moi ma dimension d'homme. Ici, c'est pas le cas. Je veux dire, je doute quand même que le chien me considère que je sois humain, que j'ai une dignité humaine. Donc il y a aussi cette réciprocité qu'il y a dans le rapport humain, qu'il n'y en a pas dans le rapport homme-animal. Malheureusement, le chien ne pourra jamais nous donner la réponse. Merci beaucoup. Ça veut dire, en nous cachant, on ne nous dit rien, qu'il existe des personnes, un groupe de personnes, ou une personne, qui nous dissimule la vérité et qui cherche à nous maintenir dans l'ignorance. Alors là, vous pouvez vous dire que je m'apprête à défendre la théorie du complot. Et c'est vrai qu'après tout, les complotistes nous disent que les reptiles, les francs-maçons ou les puissants sont à l'origine de tout ce qui arrive dans le monde. En fait, quelque part, ils nous disent que la vérité est ailleurs, et que ce sont ces individus qui nous dissimulent la vérité dans leur quête de pouvoir et de richesse. Mais en vérité, le complotiste qui se revendique du propos que je défends adopte une démarche qui le trahit fondamentalement. Premièrement, le complotiste cherche à nous enfermer dans un schéma qui explique absolument tout de façon terriblement rationnelle et duquel il est très difficile de se sortir. Et enfin, le complotiste est celui qui a intérêt à nous faire croire à ces mensonges. Par exemple, alors la police secrète russe a écrit en 1901 un document qui s'appelle le protocole des mages de Sion, qui se prétend être un compte-rendu de réunions top secrètes entre des juifs qui parlent tranquillement de conquérir le monde et de détruire la civilisation chrétienne. Alors ça nous paraît un peu farfelu aujourd'hui, mais ce document a servi à justifier des pogroms à l'époque de l'Empire russe qui permettaient de détourner la colère du peuple des défaillances réelles du régime. Et donc, vous le voyez comme moi, la théorie du complot nous cache la vérité. Mais ce n'est pas parce que c'est un mensonge, ce n'est pas parce que la théorie du complot est un mensonge, qu'on peut pour autant en conclure que nous vivons dans un monde où nous pouvons atteindre la vérité. Donc comme vous l'avez vu avec cet exemple russe, le propre de la politique, c'est de manier le mensonge, la tromperie et la manipulation pour arriver à une fin. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Rappelez-vous François Hollande, qui s'est fait élire comme l'ennemi du monde de la finance. C'est son gouvernement qui a fait passer la loi El Khomri, qui est tout sauf une loi socialiste. Même mon père la soutenait, je vais lui dire. Sans parler du non-référendum de 2005, sur la Constitution européenne, qui est passé en 2 ans après. Et ce qui est intéressant dans tous ces événements, c'est que les politiques se justifient en nous expliquant que nous avions mal compris, qu'ils auraient dû faire preuve de plus de pédagogie. Parce que, en fait, pour les politiques, nous sommes des enfants, et on ne dit pas tout aux enfants. Enfin, ce qui est intéressant dans nos démocraties modernes, c'est que il y a un conflit stérile entre notre prétendue ignorance et l'expertise des politiques. Et derrière tout ça, les réformes sont présentées et débattues dans l'administration. Nous n'avons pas notre mot à dire. Et c'est le cas par exemple des réformes de l'éducation nationale, qui, pour beaucoup, derrière les grands discours sur la pédagogie et les neurosciences, ne font que réduire le nombre d'heures pour les élèves, et par là, ça permet de faire des économies. C'est une constante depuis les années 80. Et donc vous le voyez comme moi, on nous cache tout, on nous dit rien, et en plus on nous prend pour des idiots. Et donc, c'est ce principe, on nous cache tout, on nous dit rien, qu'il faut avoir à l'esprit si l'on souhaite pouvoir chercher et trouver la vérité. Et je suis intimement convaincu que c'est la maxime que s'imposent tous ceux qui cherchent la vérité, du journaliste d'investigation au philosophe jusqu'au scientifique. Démonstration. Je viens d'essayer de vous démontrer qu'on nous cache tout et qu'on nous dit rien. Je suis parti du principe, et je pense que nous partirons du principe, que on, c'est les puissants. On, c'est eux, ceux qui veulent cacher la vérité à nous, les gentils. Mais en vérité,
on, c'est le pronom indéfini. Ce n'est pas un groupe identifié. Ce n'est ni eux, ni nous. Et c'est intéressant parce que on n'apporte aucune information sur le sujet. On, en vérité, on apporte tellement peu d'informations sur le sujet que lorsque je dis on nous cache tout, on nous dit rien, en vérité, je suis en train de capituler. Je suis en train de me faire victime d'un on qui ne veut rien dire, d'un on tout puissant, pour en vérité excuser mon inaction. Et donc, quand je dis on, je renonce à chercher la cause de l'action. Je renonce à donner un sujet à mon verbe. Et enfin, à celui qui se cache derrière ce fatalisme du on, il ne reste plus que le bavardage, parce qu'il n'a rien d'autre à dire. Et c'est vrai, si on réfléchit un petit peu, qu'on se rend compte que le on, le pronom on l'emploie exclusivement lorsqu'on bavarde, lorsqu'on n'a plus rien à dire. Et donc au final, c'est bien on qui nous cache tout. Et c'est on qui nous dit rien. C'est on qui nous empêche d'atteindre la vérité et qui nous maintient dans la caverne. Merci de votre attention. Bonjour. On nous cache tout, on nous dit rien. Des propos en apparence si apaisants pour le français grincheux, pessimiste, convaincu qu'il vit dans un monde de pur mensonge, où chacune des paroles prononcées par ses dirigeants n'en est qu'une de plus pour amadouer son peuple chéri. Il est alors si tentant de se laisser râler à ces paroles entraînantes de l'ami Dutronc et d'enchaîner les couplets. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Rien, rien et encore rien. À cette époque, donc en 68, le pouvoir est remis en cause. Le français, la française, n'en peuvent plus d'être considérés comme des dupes et veulent la vérité. Oui, mais l'ami Dutronc, si tu savais à quel point le monde a bien changé, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il s'est forcément séparé de l'emprise du pouvoir politique, non, parce que cela n'arrivera probablement jamais. Ne prenez pas pour un défaitiste, mais plutôt pour un réaliste. N'est-ce pas Spinoza qui écrivait dans l'Éthique qu'une chose est libre lorsqu'elle existe et agit par la seule nécessité de sa nature? Eh bien voilà, vous savez tout. Nous sommes français, européens, en fait, même je dirais peu importe. Nous sommes humains et nous vivons dans une société, en communauté, parce que nous sommes dépendants les uns des autres et que nous avons besoin d'une autorité supérieure qui nous fixe un cadre. Ainsi, il ne serait pas insensé d'oser penser que puisque nous vivons en communauté, rien ne nous est caché. Eh bien là, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas dupe, puisque je me doute bien que les choses nous sont voilées. Alors ma première réaction était de m'insurger, de me dire comment est-ce possible que l'État puisse nous cacher quelque chose? Et puis après m'être défoulé, je me suis mise à penser, réfléchir, longtemps mais sûrement. Maintenant, partons de l'hypothèse suivante qui m'est donc arrivée. Serait-il possible que l'on se cache tout, et par conséquent, que l'on ait l'impression d'être dupé? Après tout, pendant l'Antiquité, certains croyaient en l'existence de dieu de la guerre. Et si on sacrifiait une chèvre sur un autel, eh bien on sortirait victorieux du combat. Pourtant, dans un combat, même en vénérant les mêmes dieux, il y a toujours un perdant. Certains avanceront que la chèvre sacrifiée n'était pas assez grasse. Mais je préfère dire que les hommes ne comprenaient tout simplement pas leur univers et donnaient des explications surnaturelles à des faits tout à fait naturels. C'était le mythe, quoi. Et puis, les années ont passé, et avec elles, la raison s'est imposée comme l'outil essentiel de l'homme pour toujours repousser ses limites. Avec elle, la société a évolué. Mais une chose n'a pas changé. Malgré le savoir qu'il peut potentiellement acquérir, l'homme n'use pas toujours de sa raison. Malebranche le résumait ainsi. Tout le monde se pique de raison, mais tout le monde y renonce. L'être humain est un éternel feignant, attiré par la simplicité. Et lorsqu'il se rend compte que les choses vont mal, c'est-à-dire qu'une élite, ayant elle fait usage de la raison, le domine, alors là seulement à ce moment précis, il réagit et accuse cette élite de l'avoir trompé. Et ne dites pas déterminisme social, comme quoi les pauvres seraient délaissés. En 1789, qui s'est levé contre les nobliaux et les monarques? Eh bien, pour retrouver la liberté, les Français du tiers-état. Ils se sont battus pour plus de liberté, pour permettre à chaque individu de se révéler, de se libérer. Mais la réalité est tout autre, car souvent les hommes ne se battent pour des libertés que pour les oublier par la suite. Terrible erreur, qui les rend tout à fait inactifs, voire j'ose même
inutile dans une société fondée sur l'action. Les hommes apparaissent alors bien hypocrites d'oser critiquer le système et d'accuser quiconque de leur cacher quelque chose alors qu'ils n'appliquent même pas leurs droits. Là se trouve tout le problème. La vérité que cherchent tant certains se trouve au cœur même de leur inaction. En se refermant sur lui-même, comme l'a dit Alexis, tout être est condamné à retourner se morfondre au fond d'une caverne dont Platon avait pourtant essayé de l'en tirer. Si l'État cache certaines informations à ses concitoyens, il me semble bien plus grave et plus fautif de chercher de ne pas utiliser sa raison pour accroître ses connaissances. Alors oui, Jacques Dutronc, ma chère canaille, j'ose te contredire, ou plus humblement remettre en cause certains de tes propos. Nous vivons à l'ère du numérique, et avouez tout de même que lorsque l'on sait chercher, Internet nous donne des informations tout à fait véridiques. Alors admettons que dans les années 60, les populations aient pu s'abreuver des paroles de M. Dutronc. Mais nous, en 2019, n'avons plus le droit de les prendre comme référence. C'est insensé, c'est une lâcheté, une mauvaise foi des plus singulières. Prenez le modèle atomique au début du XXe siècle. Il faisait état d'un pudding chargé positivement et dans lequel étaient insérés des électrons chargés négativement. De nos jours, l'atome a un noyau central autour duquel gravitent des électrons aux positions plus ou moins probabilistes. Et croire au premier modèle serait tout à fait absurde. Nous évoluons, le plus important, par chaque remise en cause que nous faisons, nous approchons de plus en plus près de la conspirationniste. Mais bon, passons. Libre à vous aussi de croire que le réchauffement climatique n'existe pas. Lorsqu'il sera trop tard, ne venez pas vous plaindre que l'on vous avait caché quelque chose. En fait, nous sommes libres de croire à ce que nous voulons. Mais nous sommes libres de croire à ce que nous souhaitons. Nous pouvons adhérer aux théories du complot, ou bien laisser notre bon sens nous guider vers la vérité. Telle est la clé du succès. L'assistanat n'a jamais aidé. Il suffit simplement d'accepter ce que nous sommes, mais aussi ce que nous voyons, ce que nous entendons. Il ne faut rien ni personne qui doit influer définitivement notre jugement, qui se doit être fondé sur une observation claire et distincte de notre environnement. Et alors là, seulement, oui, à ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons atteint et trouvé la vérité de la palisse. Merci. Je trouve que c'est très bien parce que sinon on serait enlisé dans un débat qui peut avoir été inutile. Donc, encore une fois, les complotistes nous cachent la vérité. Donc, Finalement, je suis d'accord. Par contre, toi, tu as parlé du on. Tu as dit le on. Comme tu as vu, moi j'ai dit on se cache quelque chose. Donc ça voudrait dire que pour toi, ce qui est plus important dans ce sujet, c'est pas forcément qu'il y ait une entité supérieure comme l'État qui nous domine, mais c'est peut-être que l'individu se trompe lui-même. c'est-à-dire que c'est l'individu qui, en employant le on, abandonne sa dimension d'être pensant, en quelque sorte, puisqu'il renonce à trouver la cause. Il renonce à trouver la cause, et donc en cela, il se cache tout, et en plus de ça, on ne dit rien, puisqu'encore une fois, comme je l'ai expliqué, on, c'est le pronom du bavardage. Donc on se cache tout, comme je disais, donc on nous cache rien. Le nous, Là, j'ai du mal à visualiser moi ce que je veux dire, c'est que c'est l'individu qui se trompe. l'intérêt de. Enfin, on se cache tout, oui, effectivement, on se cache tout, mais dans ce cas, si on se cache tout et qu'on se dit rien, c'est. Enfin, je suis content, c'est ce que je veux dire, mais. Moi je parlais Mais je pense que c'est un sujet terrible là. Je pense que je voudrais revenir vraiment sur le cœur de ta position à toi. Et parce qu'en fait, je ne comprends pas au nom de quoi tu veux essayer de me convaincre que la vérité est à portée de main. Ou même qu'on peut l'atteindre. Qu'on peut, à un moment donné, fixer notre pensée sur quelque chose, arrêter de réfléchir et se dire ça c'est la vérité. Je ne dis pas qu'on peut atteindre la vérité, regarde, je Et dis si on ne peut cache pas pas tout, forcément atteindre la vérité. si on ne cache pas tout, sinon on peut accéder à la vérité. Or, je pense qu'il faut partir du principe que la vérité est inaccessible si l'on veut. En fait, si tu veux, ta position pour moi, c'est désenchanter ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est-à-dire une quête vers une vérité qu'on n'atteindra peut-être jamais. Et c'est C'est totalement paradoxal. Laisse-moi C'est parler. vraiment attachant. Je ne comprends pas pourquoi tu veux faire ça. Et je pense même que si on se persuade que l'on peut atteindre la vérité, on maintient l'homme dans la petite enfance en nous enfermant dans un sentiment de satisfaction coupable. Et je voudrais vraiment que tu répondes sur ce point précis. Exactement, mais déjà, si tu avais entendu, je dis que certaines vérités ne sont pas accessibles. Je dis que l'homme Donc, on cache tout. Non, on ne cache pas tout, c'est pas nous. On ne l'a pas encore, on ne la connaît pas, mais nous travaillons pour y arriver. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'homme, justement, s'il se replie sur lui-même, qu'il n'accepte pas les choses qu'il voit, s'il va toujours à la simplicité, parce que j'ai parlé de la science,
Et certains croient toujours que l'atome, ils ne croient pas à cette théorie que l'atome soit entouré d'un cortège d'électrons en position probabiliste. Si on va au plus simple, on se cache, et on se voile. Et donc, comme tu dis, on ne va pas vers la vérité qui, pour moi, je suis convaincu qu'il faut y aller vers cette vérité, que c'est justement notre grandeur, parce que l'homme est fait pour toujours aller plus en plus proche. Mais j'ai pas dit qu'on y accédera un jour. J'ai dit que cette vérité, il faut s'en rapprocher de plus en plus près. Et c'est par les erreurs qu'on fait. Mais pour faire des erreurs, il faut agir. Il ne faut pas rester dans l'inaction. Et ça, j'ai vu que tu l'avais souligné aussi dans ton discours. Mais ce que je vois pas, c'est que pour atteindre cet objectif moral que tu évoques, et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il faut impérativement s'imposer la maxime qui est on nous cache tout, on ne dit rien. Pour moi, c'est la maxime de l'homme véritable, puisque c'est en partant du principe que la vérité est cachée que l'on va pouvoir la chercher et s'imposer et véritablement se faire violence, remettre en question jusqu'au bout nos a priori, nos stéréotypes, pour atteindre cette vérité. Alors que l'interprétation la plus banale de la position que tu défends pour moi, c'est que on ne nous cache pas tout, on ne nous dit pas rien, donc on nous dit des choses. Ça veut dire qu'on nous donne des éléments, on a des éléments pour atteindre facilement la vérité. Et une fois qu'on a levé ce voile, eh bien ça y est, on a la vérité, c'est bon. Moi je pense que si on lève ce voile-là, on en trouve encore un autre voile. Tu vois, c'est ce que j'ai montré dans la conduite de mon discours. D'abord, on se rend compte que si on nous ment, par exemple, on prend l'échelon 1. Le complotisme dit que tout le monde nous ment. Ensuite, on regarde la question, c'est qu'on ne pourra pas faire un débat si tu parles tout ça pendant 5 minutes. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que tu dis qu'on nous cache les voiles. Et pour moi, la vérité, c'est juste qu'on n'a pas atteint la maturité encore. Ou alors, on n'allait pas cacher, mais quelque part, et un jour, on y arrivera. Les gens ne savaient pas que les atomes tournaient autour du noyau, les électrons, excusez-moi, tournaient autour du noyau. Et pourtant, ils le faisaient. Mais c'est pas caché, c'est juste qu'on la nature. Non, c'est pas la nature. Moi, déjà, la nature, c'est un pronom personnel, c'est une personne. Là, tu joues avec les mots. Non, mais en fait, le sujet est extrait d'un texte littéraire. Les mots ont un sens. On peut le prendre aussi ici, dans le sujet exact, c'était On nous cache tout, on nous dit rien de Jacques Dutronc. Donc vous pouvez reprendre le texte, qui est cette fois-ci la chanson de Jacques Dutronc, et jouer que cette époque-là, quand Jacques Dutronc disait ça, il accusait non pas une quelconque nature, il accusait plutôt l'État de cacher. Donc une entité supérieure. Tu parlais de la nature, là tu dis l'atome. Oui, parce que je suis allé plus loin, j'ai voulu le dire. Oui, mais tu vas trop loin là, justement. Mais non, mais justement, il fallait le remettre. Parce qu'une fois que l'État, voilà, il ne voulait pas que tu débat sur l'État, parce que, comme tu l'as dit, il y a quelque chose c'est pas un sujet intéressant. Moi, je veux le mettre dans la nature. Et ce que je ne veux pas dire sur la nature, c'est qu'il y aurait un voile et qu'on leverait. Enfin, ta position ne nous tient pas la route. Moi, je pense qu'on n'atteint jamais la vérité. Regarde, par exemple, si tu prends tu veux absolument qu'on parle de la nature. Parlons de la nature. Si tu prends l'histoire de la physique, par exemple. D'abord, on a découvert, par exemple, Newton a découvert la mécanique, comment s'arranger entre eux les différents objets dans la nature. Donc on pensait qu'on avait tout expliqué puisque le système était universel et cohérent. Puis on s'est rendu compte qu'en fait ça ne marchait pas tout le temps. Et on n'a toujours pas compris ce qui se passait à plus petites échelles. On n'a toujours pas compris, on n'a toujours pas levé ce second voile qui était caché sous celui que Newton avait lui-même levé. Mais pour moi, alors du coup, on nous cache. Nous, pour moi, il ne va pas parce que c'est l'homme qui se cache encore. Parce que là, il n'est pas prêt à le recevoir. Il n'a pas atteint ce manque de maturité où il peut voir. Derrière ce voile, je suis d'accord, moi je suis d'accord, il y a des voiles. La vérité, elle se fait par étapes. On y accède petit à petit, par les expériences qu'on a, du réel, et par cette appréhension progressive, on arrive justement à trouver les choses de façon, comme tu as dit, avec les années. Mais nous, moi, il me dérange ici, parce que toi, tu dis que c'est pas de nous. En fait, j'ai pas dit qu'il y avait pas de nous. Mais si, tu dis que c'est la nature. Donc c'est ceux à qui on se cache. Alors on se cache, voilà. Donc c'est nous qui nous cachons. Mais tu dis, bah oui, mais là j'ai pas dit ça. Nous, on a écouté le sujet, mais pas sur le nous. Mais si, c'est parce que c'est ça qui est important. Parce que nous, ça veut dire qu'on nous ment en fait. Ça, justement, on n'en parle pas du mensonge. Parce que le nous, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Là, c'est moi, il y a deux choses. Je suis complètement perdu sinon. Parce qu'on prend ça. Alors, puisque vous êtes perdu, on va... Alexis, c'est ça, c'est Alexis, toi. Ne penses-tu pas que ce que j'ai cru comprendre, tu évoquais comme complot, les changements à 180 degrés d'orientation des hommes politiques? Est-ce que c'est... Parce que dois-je vous rappeler... Laisse-moi parler, ce qu'elle cabache. Est-ce que ce que vous, futurs universitaires, ce que vous connaissez, c'est les déclarations du général de Gaulle au sujet de la communauté pied noir d'Algérie. Hein? L'Algérie, c'est la France,
je vous ai compris, et puis après, qu'en penses-tu? Dans le cas de la politique dépasse le complot, c'est-à-dire que c'est lié au fonctionnement, c'est inhérent à la politique que de mentir. Alors c'est vrai que c'est pas vraisemblable que de penser qu'on va nous mentir pour toujours. Parce que, bon, aujourd'hui, au XXIe siècle, même au XXe siècle, à l'époque du général de Gaulle, les gens étaient éduqués, les gens comprennent ce qui se passe, ils sont capables de proposer des aspirations concurrentes à celles que les politiques avancent. Mais ce que je voulais dire, c'est que le système politique a tendance, parce qu'il est politique, à filtrer les informations. Et on s'en rend compte encore aujourd'hui, où même si on est des gens éduqués, les politiques ont tendance à ne pas nous transmettre, je dirais, tous les éléments liés aux grandes affaires de l'État. Merci Alexis. Pas plus. Je me réveille et j'agis. L'État, on est conscient, on le sait tous, on le cache. On On a raison, on est aussi conscient que l'économie gouverne l'État, on est vraiment capitaliste. Donc forcément, on peut réfléchir à comment agir. Et ça, j'ai souligné dans mon texte, je pense que l'homme est inactif parce que souvent les personnes, j'ai des taux pour toi d'abstention. La France, on est vraiment champion. Par exemple, aux dernières élections présidentielles, 25% des gens n'ont pas voté. C'est-à-dire qu'il y a un quart des Français qui peuvent potentiellement voter, qui sont sur les listes, qui ne vont pas se déplacer pour pouvoir exprimer leur choix. Pour moi, ça, c'est on se cache. C'est-à-dire que ces gens-là qui ne vont pas voter se cachent la vérité et désirent rester dans sous l'influence d'un État qui leur mentirait. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Très bien. Le mensonge est nécessaire à la création d'une société. Je vais prendre un exemple. Par exemple, un astéroïde va s'écraser sur la France et pour maintenir un calme apparent, l'État ne va pas faire fuiter l'information et les scientifiques vont pouvoir mieux gérer la catastrophe. Alors ça c'est brillant ce que tu viens de dire parce que le mensonge, excusez-moi, je préfère juste commencer, parce que le mensonge, en fait le menteur, il a conscience de ce que ce qu'il dit, c'est faux, et qu'il va devoir avoir un but derrière. Donc ça veut dire que s'il ment, dans certains cas c'est nécessaire, oui. Mais après je pense qu'il faut aussi pouvoir le dépasser le mensonge, et justifier pourquoi nous avons menti. Ça c'est la différence, par exemple, on va parler de Donald Trump, parce que c'est le sujet préféré de tout le monde. Donald Trump, quand il ment, parfois il n'a pas conscience qu'il ment parce qu'il dit tout simplement n'importe quoi. Et il ne sait même pas que ce qu'il dit c'est faux. Par contre, un vrai menteur, comme tu l'as dit, par exemple, pour des raisons de protection, il va mentir à la population parce qu'il ne veut pas les inquiéter, il ne veut pas créer la panique. Alors il va peut-être invoquer une cause autre pour pouvoir faire évacuer les gens en local. Et là, ce que je ne comprends pas, Simon, c'est que tu es en train de me dire que tu es en train de reprendre un point qui était de dire que le système politique nous ment. J'ai pas dit que c'était bien ou mal. Le système politique nous ment pour de mauvaises raisons, lorsque c'est les Américains qui disent qu'il y a des armes de destruction massive en Irak pour intervenir pour le pétrole. Mais lorsque c'est pour sauver des vies, par exemple, on est obligé de mentir, on est obligé de cacher des plans de géostratégie à long terme. Mais je suis d'accord, je comprends très bien. Ce que je comprends pas sinon, c'est que tu es d'accord avec l'idée selon laquelle le système politique, fondamentalement, nous cache la vérité. Moi j'ai pas dit qu'on nous cachait tout, Bah, si c'était on faux. ment, on cache Non, moi la je l'ai dit dans mon texte, je te redis la phrase, l'État nous cache des choses. Ça je l'ai dit, mais il y a des fois il doit le cacher. Mais par contre là moi j'accuse dans mon texte, c'est d'accuser les gens de se voiler la face. Moi j'accuse pas l'État, il est obligé dans certains cas, tu l'as dit, c'est obligé. Mais c'est la personne Avec ta elle-même. position de départ, moi je comprends absolument pas le Moi, je rapport travaille sur sur le développement. Oui, moi je travaille sur Bien, la nous restons sur cette incompréhension. Alors on va se retirer pour délibérer. Je vous rappelle